Radio de la Paix, la grande interview. Brokono Bertin. Bonjour à tous, bienvenue à la grande interview. La grande interview avec pour invité aujourd'hui M. Kamboussié. Il est le président de la Fédération des organisations des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, FOPCC. Avec lui, nous allons évoquer un certain nombre de sujets liés, n'est-ce pas, au café et au cacao, essentiellement, pour prendre prétexte de la dernière réunion du comité de pilotage de l'ICCIG, ou alors l'ICCIG, si on veut le prononcer comme un mot. L'ICCIG, qui est donc l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Alors, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Bertin. Alors, pour commencer, comment se présente la météo du cacao ivoirien en ce moment ? Oui, en ce moment, je peux dire qu'à travers ce qu'on a vécu lors de la grande campagne et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au niveau de la campagne intermédiaire, la maladie de Covid-19 vraiment a un impact négatif sur la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Il faut le reconnaître. Donc, c'est dire que les producteurs ont des difficultés. Oui, il y a des difficultés. Si vous l'avez constaté, en janvier 2021, il y a eu un blocage total, il y a eu une mévente, pour le dire, mais c'est dû au fait que la maladie a diminué le taux de commande du cacao à travers le monde. Donc, on se retrouve à avoir des stocks qui ont du mal à aller rapidement. Et donc, la situation, elle perdure ? Oui, la situation perdure. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint le rythme de croisière. C'est vrai, l'État fait des efforts, mais la commande vient de l'extérieur. Donc, si ces commandes ne sont pas aussi très rapides, et avec ce qu'on vient de vivre encore, le rationnement électrique qui est venu aggraver la situation, parce que la production intermédiaire de cacao est destinée aux usines locales. Et avec ce rationnement d'électricité, on a encore un autre ralentissement qui nous crée de nombreux problèmes. Donc il y a à craindre pour l'avenir du cacao ivoirien. Oui, si des solutions ne sont pas trouvées rapidement en ce qui concerne le rationnement et aussi au niveau de la Covid-19, comme les vaccins ont été obtenus, on espère que ça va améliorer la situation. Sinon, si ça perdure, ça crée un sérieux problème à la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître. Dans ce contexte, dans cet environnement, est-ce que le prix fixé par l'État, par le Conseil café-cacao, est-ce que le prix est respecté sur le terrain ? Oui, à grande majorité, le prix est respecté, mais vous savez, souvent à des endroits, il y a des situations qu'on ne maîtrise pas. Quand des stocks durent aux mains des producteurs, ils sont souvent influencés par les pisteurs véreux qui viennent leur dire que le cacao pratiquement ne sera pas acheté et ils sont tentés. Mais les difficultés que nous avons, quand vous demandez à un planteur de vous présenter le pisteur ou les délégués qui ne respectent pas le prix, les planteurs ne vont jamais vous présenter. Mais les gens disent que les prix ne sont pas respectés, mais on n'a pas de preuves. Parce que les planteurs eux-mêmes ne dénoncent pas. Oui, parce que effectivement, s'ils dénoncent, c'est que demain, celui qui vient un peu comme un sauveur est traqué, c'est lui qui perd tout. Oui, mais vous savez, pour améliorer une situation, je vais dire que même nous-mêmes qui prenons la responsabilité d'être leaders, c'est vrai, tout ce que nous disons, il y a des conséquences, mais en toute chose, il faut des gens qui soient responsables pour dire non, moi je prends l'engagement de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer pour que la situation s'améliore pour nous tous. Sinon, si chacun se dit, si je dénonce, j'aurai des répercussions, vous n'aurez jamais de leaders comme nous. Mais cette situation des pisteurs véreux, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas de l'avènement du Covid-19. Oui, mais vous savez, de 2000 à 2010, c'était la libéralisation où c'était le pisteur, qui discutait avec le propriétaire du cacao puisqu'on était dans un système libéral. Et on est venu dans un système garanti, mais comme le système libéral les arrangeait, ils veulent toujours continuer le même chantage auprès des producteurs du café cacao. Et c'est ce que nous combattons. Il faut qu'ils nous aident à combattre. Alors, quels sont les moyens dont vous disposez ? C'est vrai, vous dites, moi, vous voulez améliorer ma situation, mais je préfère demeurer dans celle qui ne m'arrange pas. Est-ce que c'est pas paradoxal ? Mais lorsqu'on met un système en place, le Conseil du café cacao, qui est l'organe régulateur, qui a des agents du Conseil du café cacao qui sont partout, nous aussi qui sommes une organisation, nous avons aussi des représentants qui sont partout. Si un producteur se retrouve dans une situation où un pisteur ne respecte pas le prix, il peut s'approcher de ces agents du Conseil du café cacao ou bien de nos délégués. Nous, on sera de façon stratégique comment mettre tout en œuvre pour pouvoir épingler un ou deux pour qu'ils servent de leçons afin que les gens arrêtent de gruger les producteurs qui sont nos parents. Est-ce que véritablement il y a cette proximité de la structure qui gère les producteurs, le Conseil Café Cacao? Est-ce qu'il y a une véritable proximité avec les populations? C'est un peu peut-être l'inconvénient, mais lorsque toute une activité, il y a une approche.
Parce que les agents qui sont vers les producteurs, l'objectif premier, c'était qu'ils soient adoptés par les producteurs. Et on s'est rendu compte que peut-être à des endroits, ces pisteurs ou bien ces délégués qui ne veulent pas respecter ce qui est mis en œuvre combattent eux-mêmes les agents. De telle sorte qu'à un moment donné, les producteurs ne maîtrisant pas la situation ont même peur de communiquer avec ces agents-là. Du coup, ça crée la non-implication ou bien une non-cohésion entre les producteurs et puis les agents qui sont destinés pour faire ce boulot. C'est ce qui est déplorable. Sous un autre angle, on pourrait dire aussi que les pisteurs, comme ils ont du liquide, ils peuvent avoir avec eux des agents du Conseil Café Cacao sur le terrain. Oui, c'est possible. Même aujourd'hui, je ne critique pas, mais parmi les gendarmes, il y a des faussaires, parmi les policiers, il y a des corrompus. Dans un système, vous savez, il y a toujours des corrompus. Donc, on ne peut pas dire qu'au niveau des agents du Conseil qui sont vers les producteurs, il n'y a pas de corrompus. C'est sûr qu'il y en a et c'est ceux-là qui complètent la situation. Oui, pour élargir, ce n'est pas seulement les gendarmes et les policiers, l'administration, d'une façon générale, voilà. Oui, elle est gangrénée, n'est-ce pas, par des brebis galeuses. Justement, et donc, du haut, ça part jusqu'au bas, et aujourd'hui, c'est devenu un peu comme une mode. Les gens ne voient pas l'inconvénient d'être corrompus. On pense que c'est une bonne chose. Mais c'est ça qu'il faut enlever de la tête des Ivoiriens pour faire l'Ivoirien nouveau dont on parle. Alors, aujourd'hui, est-ce que les producteurs de café cacao donc, peuvent être enthousiastes dans l'engagement à faire du cacao? Non, il faut continuer de faire du cacao. L'activité du cacao, mais c'est une activité noble. C'est vrai, cette maladie, elle va passer, surtout qu'il y a des grands projets. L'aspect transformation aujourd'hui en Côte d'Ivoire est en train de devenir une réalité. C'est la chose que nous demandons depuis fort longtemps parce que c'est cette transformation qui va nous donner une plus-value et elle devient une réalité. Il y a de l'espoir, donc les producteurs peuvent continuer à produire du cacao et nous sommes là pour poser vraiment leurs problèmes. C'est vrai, vous les encouragez à le faire, mais au bout du compte, ils ne voient pas venir et donc ils peuvent être tentés de se tourner vers d'autres spéculations. Oui, c'est ce qui s'est passé, mais vous savez, nous sommes en train de lutter et si vous voyez aujourd'hui, il y a un nouveau thème, on parle de cacaoculture durable. C'est parce que les gens ont constaté qu'effectivement, si on ne pose pas des bases qui vont permettre aux producteurs d'être dans des conditions de produire longuement, à un moment donné, il va abandonner. Et le thème cacaoculture durable est un peu partout aujourd'hui, qu'il y a des grands piliers sur qui on doit s'appuyer pour que le producteur puisse produire, continuer de produire. C'est le facteur amélioration de son revenu qui est un facteur essentiel. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas, de cette cacaoculture durable? Cacaoculture durable, il y a deux aspects. Il y a la durabilité au niveau du producteur lui-même qu'il faut prendre en compte et puis il y a la durabilité au niveau du consommateur lui-même qu'il faut prendre en compte. Côté producteur, il y a des exigences. Les exigences majeures, c'est son revenu qu'il veut voir amélioré. Personne ne peut faire une activité sans qu'il n'y ait un revenu amélioré. On fait pour gagner, on ne fait pas pour perdre. Ça, c'est l'axe qui intéresse le côté producteur. Côté consommation, c'est des gens qui sont à un certain niveau. Ils se disent tout produit qu'ils doivent consommer doit être sain. Tout ce qu'ils appellent sain, c'est l'environnement, l'aspect social, l'aspect économique. Donc, l'aspect déforestation, ils ne sont pas d'accord pour qu'on continue de détruire la forêt pour le cacao. Et aussi, ils ne sont pas d'accord pour qu'ils voient encore dans les plantations les enfants qui y travaillent. Donc, éradiquer le flot du travail des enfants et arrêter la déforestation pour conserver les consommateurs, mais du côté producteur aussi, il faut améliorer son revenu pour que son activité lui soit rentable. Alors, cette question du travail des enfants, est-ce que ce n'est pas un peu galvaudé? Moi, pour être franc, j'ai fait déjà une communication pour dire que dans cette affaire, c'est le producteur qui est accusé. Je suis d'accord que toutes les institutions internationales, l'État, tout le monde s'implique, des moyens sont dégagés, mais nous, on a toujours proposé une approche parce que celui qui est accusé, c'est celui qui doit être mis en avant. Donc, dans cette politique-là, les producteurs doivent être impliqués davantage afin qu'un producteur soit lui-même le gardien de son voisin producteur. Parce que c'est comme ça que nous pouvons éradiquer. Sinon, le jour, les producteurs, peut-être qu'ils savent que les institutions vont venir, l'État va venir, ils font semblant de respecter ces normes, ça se voit partout, mais son quotidien, c'est ça qui nous intéresse. Or, celui qui peut le surveiller à son quotidien, c'est le producteur lui-même que tu impliques, qui peut dire à son voisin, non, attention. Ça, c'est un. Deuxième aspect qui n'est pas pris en compte, le producteur pense que l'enfant de son manœuvre n'est pas concerné. C'est vrai, moi, je suis producteur, mes enfants vont à l'école, donc je ne fais pas. Mais tu dois avoir un regard sur l'enfant de ton manœuvre. Qui peut faire ça? Seul le producteur lui-même peut faire ça. Donc, il faut qu'il soit mis en avant parce que je ne sens pas qu'il est mis en avant. Sérieusement, il faut le dire. Alors, est-ce qu'un producteur, moi, j'emploie quelqu'un qui a sa femme, qui a ses enfants, qui n'a pas pris sur lui de les envoyer à l'école, mais qui estime qu'il est plus sécurisant pour lui d'aller avec son enfant au champ que de le laisser au campement.
Est-ce que ça c'est de la responsabilité du producteur? Oui, puisque c'est comme un employeur qui embauche un employé. Si tu embauches un employé, si les gens parlent d'assurance, il faut être marié parce qu'on s'est dit, la situation que tu vis en famille peut avoir une répercussion négative sur l'entreprise. Donc, pour revenir aux manœuvres, on sait bien que pour que le cacao, qui est ton activité qui te fait vivre, continue d'être acheté à travers le monde, il ne faudrait pas que les enfants travaillent. Si tu dis oui, c'est ton manœuvre et tu laisses ton enfant travailler, ça aura un impact négatif sur toi-même, ton revenu. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de manœuvres et avoir un mauvais prix du cacao parce que le consommateur ne veut pas. Donc, le producteur gagne à le faire, sinon, ça va toucher son revenu si le taux de consommation de chocolat baisse. Non, sur cette question, parce que nous sommes tous des enfants de producteurs. Moi, je me rappelle bien, quand on était petit, mon grand-père qui m'a élevé avait une plantation de café. Et pendant les vacances ou même pendant les jours d'école, mais il y a des jours où on ne partait pas à l'école, il nous dit, ce que tu récoltes là, à la vente, ça te revient pour que pour les fêtes de fin d'année, tu puisses acheter des habits. C'était une méthode incitative, mais ce n'est pas une situation du genre, moi, à mes 6 ans, 7 ans, 8 ans, que j'aille porter un sac de 30 kilos. Et je pense qu'on dit travail des enfants, mais on parle des pires formes. En réalité, dans notre langage, on doit dire lutte contre les pires formes du travail des enfants. Mais c'est cet adjectif pire-là que les gens n'utilisent pas trop. Donc, ce que vous êtes en train de dire, on n'interdit pas à un père d'aller au champ avec son enfant. Mais quelle activité l'enfant fait au champ? En réalité, c'est ça l'inconvénient. Laisser tes enfants peut-être errer dans le village, ils peuvent devenir peut-être des bandits. Tu préfères aller au champ. S'il attrape 1 litre d'eau ou bien 2 litres d'eau, tu ne peux pas dire que cet enfant est en train de faire les pires formes. Donc, ce dont on parle, ce sont les pires formes. Où tu vas avec l'enfant, peut-être l'activité qu'il fait, un enfant ne doit pas faire ça. C'est de ça qu'on parle en fait. Sinon, nous tous, on est allés au champ. Moi, je suis allé au champ, je vais de ma classe de CM2 jusqu'à ce que même je sois au supérieur, je suis allé au champ. Mais moi, nous, on avait un père qui sait ce que l'enfant ne doit pas faire, ce que l'enfant va faire. Les parents eux-mêmes, ils connaissent. Mais c'est l'activité qu'ils demandent à l'enfant de faire, c'est ce que les consommateurs combattent, qu'on appelle les pires formes du travail des enfants. En général, je ne pense pas que ce soit véritablement les producteurs, parce qu'il y a eu un trafic qui s'est instauré entre-temps, qui n'est pas du fait des producteurs, parce qu'il y a des réseaux depuis les pays d'origine jusqu'aux pays de destination. Voilà, vous me rejoignez. Donc, ces réseaux-là, quand ils viennent, ils se retrouvent dans des campements. Qui peut les voir? Ce sont les producteurs qui peuvent facilement les voir, parce qu'on a des champs qui sont voisins. C'est pour cela que je dis, pour freiner tous ces fleuves, ils peuvent traverser la frontière. C'est vrai, les forces de l'ordre, ils peuvent contourner. Mais lorsqu'ils vont arriver dans la plantation, ils ne peuvent pas travailler la nuit. C'est la journée qu'ils vont travailler. Celui qui peut les voir plus facilement, c'est le producteur. Donc, il faut que lui soit toujours mis en avant. Parce que c'est lui qui peut aider à dénoncer. Mais dans cette situation, au moment où vous parlez de la cacaoculture durable, pour ne pas que la chaîne de production s'arrête, il faut aussi que les enfants puissent être initiés à la cacaoculture. Oui, il y a l'âge. Oui. À l'âge, on a dit les pires formes du travail des enfants. L'âge a été défini. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on parle de 18 ans. Mais on sait que lorsque tu accompagnes ton père au bas âge pour voir comment il plante, à partir de 18 ans, tu peux commencer à l'aider. Ça veut dire qu'aussi, on doit pouvoir renouveler cette main-d'œuvre-là. Mais pour renouveler cette main-d'œuvre-là, et si vous voyez, on lutte pour dire que le revenu soit amélioré. Parce que les jeunes accepteront faire ce travail si c'est rémunérateur. Si c'est rémunérateur, on aura toujours la main-d'œuvre jeune pour accompagner l'activité de leurs parents. Je rappelle que vous êtes à la grande interview avec pour invité aujourd'hui Kamboussié. Il est le président de la Fédération des organisations des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, FOPCC. Alors, Monsieur le Président, récemment, il y a eu cette réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Cette initiative, pour la compréhension de nos auditeurs, c'est quoi? L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est une organisation que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont mis ensemble. C'est vrai, c'est parti des premières bases que les deux présidents ivoiriens et ghanéens, le président Alassane Ouattara et le président Nana Akufo-Addo, ont souhaité que la Côte d'Ivoire et le Ghana collaborent au niveau du cacao. C'est vrai, cette entente a permis quand même de faire des négociations auprès des bailleurs, auprès des industriels pour obtenir des avancées. Mais ils se sont dit, on ne va pas s'arrêter à une collaboration. Il faut qu'on mette en place un cadre formel qui va être une initiative qui va continuer de négocier, de défendre toujours l'intérêt des deux pays.
Voilà où est née cette initiative. Et l'initiative, c'est pour mettre en place une politique commune de production, de consommation et de commercialisation. Parce que si nos politiques ne sont pas communes, à un moment donné, ça peut être en déphasage avec ce que nous demandons aux industriels. Voilà pourquoi l'initiative est née. Est-ce que pratiquement c'est possible quand on sait que le Ghana, je ne sais pas si c'est avéré ou non, mais quand on se rend compte, n'est-ce pas, du phénomène de la fuite du cacao vers le Ghana, on espère que là-bas c'est plus rémunérateur. Est-ce que aujourd'hui le Ghana et la Côte d'Ivoire sont sur la même longueur d'onde en termes de commercialisation, en termes d'intéressement des producteurs? Oui, si vous voyez pourquoi j'ai dit l'un des objectifs, c'est de définir les politiques communes de production et de commercialisation, peut-être de consommation. Parce qu'on sait que si nous deux, on ne définit pas de politiques communes, on va se retrouver à ce que nous constatons la fuite des produits d'un pays vers l'autre. C'est vrai, l'aspect commercialisation a été pris en compte dans les négociations, mais il y a l'aspect production qui est là. La Côte d'Ivoire et le Ghana doivent pouvoir produire à un rythme qui est adapté peut-être aux deux pays. Parce que si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a assez de cacao et qu'il n'y en a pas au Ghana, effectivement, ça va aller au Ghana. C'est l'économie ivoirienne qui va perdre. L'année où il n'y en a pas assez en Côte d'Ivoire, peut-être le cacao ghanéen vient en Côte d'Ivoire. Et là, c'est dû au fait qu'on n'a pas une même. Mais si on a une même politique qui définit un certain niveau de production, vous verrez que ce phénomène-là va prendre fin. Parce qu'à Bangourou, il y a assez de cacao. S'il y a assez de cacao et que nous, notre port est engorgé, ils vont faire comment? Ils sont tentés d'aller au Ghana. Mais si dans notre production, nous savons juguler et qu'il n'y a pas assez, mais s'il n'y a pas assez, pourquoi aller au Ghana? Mais il y a aussi que le Ghana paye mieux. Non, avant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le fait de payer mieux qui font que les gens vont au Ghana. En réalité, c'est parce qu'on en a assez. On peut dire, entre guillemets, on est en surproduction. Il faut le reconnaître. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est une politique commune que le Ghana et la Côte d'Ivoire envisagent. Comment, de façon pratique, les choses vont se passer sur le terrain? Il y a de toutes les façons les bases, puisqu'il y a, un règlement administratif qui est fait, il y a un règlement, financier qui est fait, il y a plusieurs procédures à le règlement. L'initiative comporte beaucoup de règlements. Et dans ces règlements-là, celui qui doit être le secrétaire exécutif, entre guillemets, le directeur, doit être toujours un Ivoirien, et puis le siège doit toujours être au Ghana. C'est des politiques, on connaît l'orientation. Comme je vous l'ai dit, pour le cacao durable, il y a des grandes bases qui sont des piliers. Donc l'initiative va travailler autour de ces grands piliers de cacaoculture durable qui a été une action commune entre les consommateurs, les pays producteurs. Alors, donc on parle du cacao, donc initiative cacao Côte d'Ivoire, Ghana. Mais le café dans tout cela, qu'est-ce qu'il devient? Le café en Côte d'Ivoire, on a reculé. Je sais que dans les années 2013-2014, on était autour de 106 000 tonnes. Aujourd'hui, on parle de 60 et 70 000 tonnes. Lorsqu'on était à 106 000 tonnes, la Côte d'Ivoire, à travers un programme de relance caféière, avait voulu relancer la caféiculture en Côte d'Ivoire. Mais en 2016-2017, on a été bloqué parce que le café ivoirien n'était plus demandé. Et du coup, la Côte d'Ivoire se retrouvait avec du café qui était invendu. C'est vrai, l'État a fait de l'effort pour payer des stocks, mais il y a eu des stocks qui sont restés aux mains des producteurs. Un producteur ivoirien, lorsque un stock d'un marchandise reste en ses mains, qui n'a pas pu écouler les années qui suivent, il abandonne ses plantations. Surtout que l'activité du café est pénible. Pourquoi le café ivoirien n'est pas consommé, n'est pas demandé? C'est un problème de qualité. Pas qualité en tant que telle des exigences des consommateurs. Les exigences des organoleptiques. C'est la variété que produite en Côte d'Ivoire qui n'est pas assez prisée. Et on a un nouveau aussi qui rentre très fort sur le marché, qui est le Vietnam. Le Vietnam aujourd'hui rentre très fort sur le marché parce qu'ils ont des rendements à l'hectare très élevés. Donc à un bas prix, ils s'en sortent. Mais nous, on a des producteurs qui sont à 500 kilos à l'hectare. Vous imaginez quelqu'un qui a 7 tonnes à l'hectare, mais quand on achète à 200 francs, il se retrouve à 1,4 million à l'hectare. Mais moi, qui suis en Côte d'Ivoire, qui fait 500 kilos, je n'ai que 100 000. Donc, je trouve que l'activité n'est pas rentable. Pourquoi est-ce qu'on ne s'adapte pas alors? Justement, c'est ce que le CNRA a fait. Le CNRA a essayé de mettre en place une variété, mais cette variété, à travers le Conseil du café cacao, est en train d'être vulgarisée pour que nos producteurs acceptent. Mais pour que la variété puisse être acceptée, il faut d'abord qu'on arrange le facteur prix. Parce que si le facteur prix n'est pas arrangé, tu pourras leur dire que cette variété est rentable, mais ils ne vont pas s'engager. Donc le facteur prix doit être amélioré pour que les producteurs, pendant un certain nombre d'années, adoptent cette variété-là afin que notre production remonte.
Donc le café n'est pas incitatif. Oui, vous savez, les producteurs ivoiriens, nous, on n'a pas de problème en matière de production. Et lorsqu'ils constatent que le prix n'est pas bon, en 2 ans, 3 ans, ils abandonnent la spéculation. Il y a plusieurs spéculations que je ne citerai pas ici. À un certain niveau où l'ANACA n'était pas organisée, on était à la traîne. Mais en 3 ans, ça a été organisé. Vous voyez à quel niveau on est. Vous voyez le cas de l'EVA, on n'était pas à une telle position. Mais une année où l'EVA était 1000 francs, vous avez vu comment on a fait un boom. Donc en réalité, le producteur, la Côte d'Ivoire a un avantage. Nos producteurs adoptent vite les méthodes, mais à une seule condition. Il faut que le prix soit bon. Si le prix du café est bon, l'État n'a même pas besoin de communiquer pour dire faire du café. Les producteurs eux-mêmes feront le café. Ils vont sortir toutes les plantations. Alors, Monsieur le Président Kamboussié, nous parlons donc de ces spéculations phares pour la Côte d'Ivoire, le café et le cacao. Mais il y a que votre organisation a été partie prenante il y a, je crois, plus de 2 ans, d'une opération, l'opération de recensement des producteurs de café cacao. Cette opération, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Oui, cette opération, les gens n'y croyaient pas. Mais plusieurs fois que j'ai communiqué, j'ai dit, je suis président Kambou. Je suis d'abord producteur, ici je suis ingénieur agronome. J'ai pris la peine d'analyser techniquement le projet qui a été présenté et j'ai communiqué pour dire que ce projet allait aboutir puisque la méthode ou bien la méthodologie qui avait été proposée par l'organe était une méthodologie semblable à ce que les exportateurs ont envoyé de chez eux pour identifier les plantations. Aujourd'hui, le projet s'est bien passé. Il y a eu environ 1 million de producteurs qui ont été recensés. Est-ce que c'est la réalité sociologique, n'est-ce pas, en termes de producteurs de café cacao? Oui, les extrapolations qui avaient été faites avant, les gens disaient qu'on allait tourner autour d'1 million de producteurs. C'est vrai, on n'est pas loin et aujourd'hui, il y a une équipe de veille qui est sur le terrain qui continue de ratisser puisqu'on n'était pas à 100%. Il y avait des gens qui ne se sont pas fait recenser et ceux-là sont là. Il y a des petites équipes dans les 13 zones de production qui recensent ceux-là progressivement, dont le résultat évolue. Alors aujourd'hui, quelle est la situation des producteurs qui étaient dans les forêts classées, qui en ont été déguerpis? Je sais qu'il y a eu une rencontre où le Conseil du café cacao a présenté les résultats en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne du monde industriel où on a pris part. Et c'est-à-dire que dans ces forêts classées, on se retrouve avec 15% de la population. Et par rapport aux exigences du consommateur dont je vous parlais tout à l'heure, ils ne veulent pas du cacao qui vient du carré classé du travail des enfants. Donc la Côte d'Ivoire sera obligée progressivement de demander aux producteurs de ces zones-là de sortir. Parce qu'on n'a pas le choix. Oui, il y en a qui sont sortis. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est leur situation sur le terrain? Des populations qui sont parties d'une région de la Côte d'Ivoire pour une autre région, qui en ont été chassées. Comment est-ce que ces personnes-là se retrouvent aujourd'hui? Oui, je sais que l'un des piliers, je vais dire des sous-objectifs de la cacaoculture durable, c'est que en fonction des dispositifs qui vont être mis en œuvre, quand le livre blanc sera signé à partir d'octobre, il y a une méthode, je vais dire des fonds, de l'argent prévu pour aider ceux qui vont sortir de ces forêts classées-là à faire une autre activité. L'Union européenne même l'a demandé à la Côte d'Ivoire parce qu'on ne peut pas les faire sortir sans pouvoir les accompagner. Ça fait partie des objectifs du cacao durable. Cacao durable, certes, mais ces personnes qui sont sorties de la production, parce que squattant les forêts classées, quand elles seront reconverties, ce n'est pas forcément dans le cacao. Non, pas forcément dans le cacao. Si, quand ils ressortent, ils peuvent retrouver des jachères. Ça dépend, il y en a qui ressortent, ils peuvent avoir des jachères pour faire encore du cacao, tant mieux. Mais s'ils n'ont pas de la possibilité de faire du cacao, ils pourront faire le café. S'ils ne peuvent pas faire le café, ils peuvent faire l'EVA, ils peuvent faire le palmier. Il y a d'autres cultures en Côte d'Ivoire qui peuvent faire et bien vivre. Du coup, la production du cacao peut s'en trouver impactée. Oui, forcément, mais c'est l'exigence du consommateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a peut-être aujourd'hui 2,3 millions. Autant avoir 2 millions et puis qu'ils achètent, de pouvoir conserver nos 2,3 millions et puis ils n'achètent pas. Faire un choix. Alors, vous parliez tout à l'heure de la transformation qui pourrait apporter une plus-value. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sur ce plan-là, est très avancée? Oui, parce qu'en juin dernier, on a posé les bases d'une usine de transformation, un groupe appelé Transcao, je vais dire c'est 13 km d'Abidjan. Lorsque vous sortez d'Abidjan, en partant à Yamoussoukro, il y a une usine qui va être construite pour la transformation du cacao. Et c'est avec une usine proprement ivoirienne, parce que c'est la Côte d'Ivoire à travers l'État qui a négocié un prêt auprès des Chinois qui vont construire cette usine qui va déjà commencer par 50 000 tonnes. Il y a une deuxième usine à San Pedro qui vont faire 100 000 tonnes. Et normalement, tel que prévu, 5 ans, 6 ans après, ils devraient pouvoir atteindre leur vitesse de croisière de 150 000 et de 200 000. On serait pratiquement à 500 000 de cacao transformé. Parce que les autres transformations que
nous faisons, nous, on voit aujourd'hui avec les multinationales, c'est pas la transformation que nous, les producteurs, nous attendons en tant que tel, parce que c'est des simples délocalisations d'usines, ça ne peut pas changer le revenu. C'est vrai, l'État peut avoir les tasses, l'État peut bénéficier, ça peut créer des emplois, mais pour dire que ça aura un impact sur le prix aux producteurs, non. Puisque cette transformation-là ne joue pas sur le stock. C'est les mêmes qui achètent et qui retransforment. C'est comme on a délocalisé. Mais avec Transcao, on est en train d'amorcer la vraie transformation que nous voulons dans la filière qui peut toucher le revenu du producteur parce que nous pouvons contrôler les stocks avec ce type de transformation. Transcao, donc financé par les Chinois. Le cacao qui est une manne financière qui va emprunter de l'argent pour pouvoir se prendre en charge. Ça aussi, et c'est toujours l'extérieur qui a un droit de regard sur votre production. Non, pas un droit de regard parce que le contrat qui nous lie, c'est un contrat de financement remboursé. Ces Asiatiques-là seront des clients pour notre cacao parce que la dernière communication en conseil de ministres, le premier ministre actuel a demandé à ce que l'organe de régulation trouve des clients dans des pays asiatiques. Il faut qu'on multiplie nos clients, il faut qu'on diversifie de telle sorte qu'on peut avoir un regard. Aujourd'hui, l'Europe prend 67% du cacao ivoirien. Pratiquement 70%. Ça veut dire qu'on est attaché uniquement à l'Europe. Mais si nous pouvons avoir d'autres partenaires qui peuvent nous accompagner dans ce type de transformation, dont la Chine, il n'y a pas de problème. Je pense qu'à un moment donné, il faut se donner un minimum de liberté. Alors, est-ce que c'est une transformation en tant que telle ou c'est une pré-transformation? Tous les niveaux, c'est une transformation, il y a semi-fini. Donc on va aller jusqu'au chocolat, oui, la production du chocolat. Bien sûr, jusqu'à la production du chocolat. C'est pour cela l'initiative, l'un des objectifs de l'initiative aussi, j'ai dit politique commune de production, de consommation et de transformation. Parce qu'à un moment donné, si nous on produit le chocolat et qu'on peut le faire à un prix raisonnable, il y a certains Ivoiriens, certains Africains quand même qui veulent manger le chocolat, mais c'est parce que c'est cher. C'est pour cela que ça devient un produit de luxe. Mais si à un moment donné, le chocolat, à travers la transformation à notre niveau ici, n'est pas un produit de luxe, vous verrez qu'il aura assez de consommateurs. Ah oui. On peut déjà le commencer au bas âge avec nos enfants à l'école. Alors oui, vous parliez tout à l'heure du consommateur donc, qui imposait ses exigences, n'est-ce pas, aux producteurs. Yes. Mais est-ce qu'il y a en perspective une sensibilisation pour que le cacao soit consommé par les Ivoiriens, que le café soit consommé par les Ivoiriens? Parce qu'on se rend compte que c'est souvent les Occidentaux, ceux qui ne produisent pas, qui consomment plus. Je prends l'exemple du café. À une certaine période, le café n'était pas consommé. L'industrie locale n'avait pas atteint ce niveau de transformation. Aujourd'hui, avec les 70 000 tonnes, l'industrie locale qui transforme le café ici pour faire du café moulou, que les Ivoiriens aiment, n'arrive même pas à avoir de café. Ça veut dire qu'au niveau du café, on a pu. Côté cacao, c'est une habitude alimentaire. Tout le monde aime le chocolat. Si aujourd'hui, les prix sont abordables et que depuis l'école, depuis l'enfance, nous, les parents, on a la possibilité d'offrir le chocolat à n'importe quel moment à nos enfants, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, les Africains, les Ivoiriens vont se lancer dans cette consommation. On ne va plus être lié à l'exigence du consommateur européen qui voit le travail des enfants au chaud. Quand nous-mêmes, nous ne voyons pas le travail des enfants en tant que tel. Aujourd'hui, quand on parle, on voit le cacao à travers le chocolat, mais il y a certains spécialistes de l'agro-industrie qui disent que le cacao peut être transformé en plusieurs. On peut faire de la sauce avec le cacao, on peut faire beaucoup de choses avec le cacao. Oui, c'est la difficulté parce que l'objectif de l'initiative doit pouvoir penser à ça. Parce que dans l'un des objectifs de l'initiative, le CNRA et le CRI au Ghana doivent pouvoir réfléchir à partir du cacao à produire, à faire des produits qui sont adaptés à l'ivoirien. Effectivement, la sauce. C'est vrai, on voit le chocolat. Le chocolat, c'est une pensée européenne. Mais nous, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut faire avec le cacao qui puisse être adapté à notre habitude alimentaire? Ça, c'est une mission qui a été confiée aux chercheurs. Le chocolat peut ne pas être adapté à nous, notre habitude, mais la sauce peut être adaptée. Il y a d'autres, c'est les épices peuvent être adaptés parce qu'au Ghana, il y a un chercheur ghanéen qui nous a présenté où on pourrait faire des épices avec le café. Voilà ce genre de produit, mais ça, c'est la recherche et ça fait partie des objectifs même de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana. Monsieur Kambou, nous tendons vers le terme de cet entretien, de cette émission. Pour nous résumer, le cacao, en dépit des difficultés, le Covid-19 qui s'est invité, la mévente sur le marché international, mais le cacao, il y a de l'espoir
Oui, je tiens vraiment à rassurer les producteurs. Comme je l'ai dit, un projet, quand je ne le comprends pas, je ne me prononce pas. Mais tous les projets qui sont lancés actuellement pour la Côte d'Ivoire, c'est maintenant, on peut dire que pour le cacao, il y a de l'espoir. Parce que les vrais projets, ce qui devrait poser en amont, sont en train d'être posés maintenant pour que nous partons à une cacaoculture durable. Donc les producteurs peuvent être sereins, ce n'est qu'un mauvais vent à travers cette maladie qui vient de se passer ces dernières années, mais le cacao a de l'avenir, le cacao a de l'espoir parce qu'il y a des grands chantiers, il y a de bonnes bases qui ont été posées maintenant pour qu'on ait un bon cacao, un bon revenu pour le producteur. Kamboussié, président de la FOPCC, je vous remercie. Merci, Bertin. La grande interview recevait donc pour aujourd'hui Kamboussié, président de la Fédération des organisations de producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, FOPCC. C'est terminé pour aujourd'hui. Technique Antoine Kwasi. Bonne journée à tous. Brokono Bertin. Vous venez de suivre la grande interview. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.